Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Gaëtan Piéguet, je suis coordonnateur de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique. Et donc j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde pour la publication du livre de Cargonautes. Donc pour vous resituer rapidement mon parcours, moi je suis arrivé à peu près dans le milieu de la cyclo, page 77 au chapitre 4. Voilà. J'ai participé activement au prologue, aussi l'événement du prologue du bouquin. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec un des protagonistes principaux de l'histoire. Donc je vais taire son nom pour préserver son anonymat. La publication quand même de ce bouquin, c'est un petit événement, je pense, dans le milieu de la cyclogistique. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup d'objets artistiques, culturels sur cette thématique, et aussi parce que l'entreprise Cargonautes et les personnes de chez Cargonautes, c'est un peu emblématique, je pense, dans cette filière. Donc à travers votre histoire, à travers les combats que vous avez menés, vos questionnements et doutes, je pense que votre parcours initiatique, il brasse en fait des thématiques qui sont vraiment des thématiques de filière et qui sont communes à beaucoup d'acteurs de la cyclo-logistique. Donc par exemple l'ubérisation, la concurrence, l'hyperconcurrence même, la sous-traitance, la gouvernance dans l'entreprise, les conditions de travail. Et donc beaucoup de sujets qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui avec des invités d'exception. Mais juste avant de commencer, on voulait en savoir un petit peu plus sur notre auditoire. Donc on va vous poser quelques questions et vous pouvez lever la main si vous vous sentez concerné. Première question, qui ne connaît rien du tout à la cyclo-logistique? Ok. Il y aura un quiz à la fin, attention. Qui a une expérience dans l'ESS, quelle qu'elle soit? Économie sociale et solidaire. Ok. Qui a déjà travaillé pour une plateforme de livraison de repas? Ok. Qui s'est déjà fait livrer un colis par Amazon? N'ayez pas honte. Qui se déplace en vélo régulièrement? Pas mal de mains. Ok. Et qui a déjà lu le bouquin Cargonautes? Ok. Martin, tu es un des membres fondateurs de Cargonautes et écrivain de ce bouquin. Est-ce que tu pourrais nous résumer les grandes étapes de constitution de Cargonautes, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Du coup, Cargonautes a été fondé en SARL, donc là, je n'étais pas membre fondateur à ce moment-là. En gros, si je résume un peu le livre rapidement, il y a eu l'arrivée des plateformes en 2014-2015 en France, Deliveroo et Take It Easy les principales à cette époque-là. Et parmi les coursiers qui faisaient ça, qui étaient jeunes et qui découvraient ça, certains ont décidé de créer une entreprise de livraison en vélo cargo, ce qui était à l'époque extrêmement rare, il y en avait très peu dans les rues de Paris. Donc c'était Leroy et Lucille, Lulu, ici présentes. Et donc ils ont fait cette SARL. Et donc ils ont créé une entreprise. Bon, eux, ils n'étaient pas salariés parce qu'ils ne pouvaient pas se payer. Il y avait un peu tous les gens qui connaissaient de ce milieu-là qui étaient auto-entrepreneurs autour. Et donc voilà, c'était ça. Et finalement, en fait, c'était la bonne intuition, au bon endroit au bon moment, quoi. En fait, il y a eu quelques clients, puis d'autres. Ça a grossi rapidement. Et assez rapidement, l'idée est venue de passer en scope. Et de salarier des gens, et aussi d'avoir un plus gros local. Et en fait, il y a eu une sorte de croissance exponentielle. En quelques années, ils sont passés en effet de 2 à, quand les premiers salariés, on était 6 au rayon salarié, et 3 ans après, on était 35, quoi, en fait. Et avec un local qui n'arrêtait pas de grossir, on a déménagé 3 fois, une chambre froide, 2, 3. Jusqu'en gros, à présent, ça fait quelques années que c'est un peu plus calme. Du coup, là, on est sorti de la croissance effrénée, mais il y a toujours des défis. Et donc nous voilà actuellement, mais du coup issus un peu du milieu des plateformes, quoi, on peut dire. Donc aujourd'hui, Cargonautes, travaille sur quel secteur d'activité? C'est principalement donc, la livraison, ça c'est 3/4 de notre chiffre d'affaires, le cœur de métier, mais on s'est beaucoup diversifié. Il y a donc du stockage, préparation de commandes, il y a de la fabrication de caisses, qui est donc juste derrière vous, il y a de l'édition de logiciels, de la vente de vélos, il y a eu de la réparation, il y a du conseil.
et de la formation. Donc il y a un éventail très large de l'offre. On va dire il y a une quarantaine de salariés et 1,7 million ou 8 de chiffre d'affaires par an. Voilà. Merci Martin. Karine, tu es la dirigeante d'Agile en Ville Lyon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la création de l'entreprise ? Alors, Agile en Ville a été créé à Marseille en 2018 par mon associé fondateur et qui a eu l'idée en 2018 de créer une société de livraison en vélo, Cargo. Nous, on est parti juste de ça, on n'était pas du milieu du cycle, ni les uns ni les autres. Et avec un partenariat avec la grande distribution, ce qui a bien aidé à démarrer. Et 1 an et demi plus tard, il m'a dit j'arrive à Lyon, est-ce que tu prends l'antenne ? Oui. Sans conviction au démarrage, parce qu'une femme, parce que pas vraiment issue de ce milieu-là. Et donc, on a monté Lyon en 2020. Démarrage de l'activité, premier jour du confinement. Très sympa, très marrant. J'avais un partenaire, un magasin à livrer. Je me suis dit, je vais le faire toute seule. De toute façon, 2 livraisons par jour, ça va bien se passer. Bon, on s'est retrouvés à 20 par jour pendant le confinement, que j'ai fait toute seule. C'était très sympa. Donc, j'ai commencé à 1, pas salarié, moi. Et rapidement, 2 mois plus tard, on était 4. Et aujourd'hui, on est 22 salariés en CDI. Voilà. Et donc... Vous intervenez sur quel type de livraison ? Alors, on est majoritairement sur des livraisons de courses alimentaires. Donc, on est spécialisé dans la chaîne du froid, le maintien de la chaîne du froid. Et on fait aujourd'hui environ entre 250 et 300 livraisons de ce type-là. On travaille aussi avec des restaurateurs, on travaille avec des crèches, on livre les crèches municipales de Lyon en froid, en remorque, avec Cold & Co. Et depuis peu, ça fait moins d'1 an, on a un entrepôt enfin, parce que pendant 5 ans, pas d'entrepôt, pas de stockage, rien du tout. Et donc là, on a un entrepôt en plein cœur de Lyon, sur la presqu'île, avec une chambre froide. Et donc, on fait un peu de stockage de froid et de sec. Super. Aubin, tu es un des fondateurs de Corbeau Courses, aussi coordinateur du réseau Copcycle et aussi administrateur de la fédération de cyclo-logistique. Est-ce que tu pourrais déjà nous présenter ton entreprise et puis après nous parler aussi de l'histoire de Copcycle ? Du coup, donc Corbeau Courses, qui est une coopérative locale. On est basé sur la côte basque, donc on est basé à Bayonne. On travaille sur toute la côte basque. On est 6 ETP aujourd'hui pour une ville principale de 40 000 habitants. Et on travaille, en gros, on a pris le parti donc en équipe de travailler avec aucun transporteur aujourd'hui. Parce que justement, on voulait promouvoir le commerce local, les producteurs locaux qui sont quand même assez nombreux. Donc voilà, c'était un peu le gros pari qu'on a pris il y a 2 ans, qu'on arrive à tenir tant bien que mal. Mais c'est hyper intéressant en tout cas comme aventure. Et du coup, en parallèle de ça, donc Corbeau s'est créé via des discussions avec Copcycle, du coup, avec le réseau espagnol de Copcycle. Et du coup, de fil en aiguille, je suis ensuite devenu coordinateur en début d'année dernière. Donc du coup, pour revenir un peu, donc Copcycle est une fédération internationale qui regroupe 60aine de coopératives à travers le monde, mais principalement quand même en Europe et en France, que c'est là où Copcycle s'est lancé en 2017, aux alentours de 2016-2017, dans le contexte de l'ubérisation, pour prouver qu'on pouvait créer une alternative viable à l'ubérisation avec une plateforme de livraison de repas à domicile à la base. Et en fait se déployer, mutualiser les forces, mutualiser un outil qui était la plateforme qui a été créée, et promouvoir la gouvernance horizontale, promouvoir en gros le salariat et du coup l'appartenance de l'entreprise, de tous ces outils à ses salariés. Et les coopératives au début, elles étaient plutôt créées sur la livraison de repas. Est-ce que ce modèle il a évolué aujourd'hui ? Alors ouais, complètement. On a refait les calculs parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas fait. Pour l'AG de cette année, en fait, la livraison de repas représente plus que 25% des coopératives. Donc c'est un gros gap. Alors forcément, il y en a plein qui se sont cassés la figure après le confinement parce que du coup,
on est arrivé un peu sur un pic d'activité au moment du confinement, plus de sortie, donc livraison de repas à domicile est devenu un truc de fou. Surtout avec une alternative viable où on parlait de salariat. Et en fait, à la fin du confinement, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas entrepreneurs, ils étaient coursiers, ils étaient là pour faire de la livraison, ils s'amusaient. Et puis en fait, quand la viabilisation du modèle est arrivée, il n'y avait plus grand monde. Enfin, en tout cas, c'était déjà trop tard. Et du coup, a été mis en place tout par les échanges de pratiques, par un ensemble de formations, en gros, de monter en compétence toutes ces coopératives locales, de façon à pérenniser leur activité. Et un des axes était le développement et la diversification de l'activité. De se rendre compte en fait, qu'on pouvait, quand on a un salariat, il faut avoir un temps... faut aller vers le temps plein en tout cas. Pour ça, faut travailler sur d'autres créneaux que ceux du midi et ceux du soir. Et du coup, comment est-ce qu'on remplit ces autres créneaux? Donc par la diversification d'activités, on est en coopérative, donc en local. Donc du coup, travailler avec les acteurs locaux est devenu quasi prédominant dans l'activité. Et voilà. Et surtout, de se servir de toutes les cultures qui sont réunies dans Cooptique, parce qu'on n'est pas qu'en France. Et du coup, en fait, tous ces échanges de pratiques a permis aussi de se rendre compte de comment on pouvait développer quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. Parce que c'était fait en Allemagne ou c'était fait en Amérique du Sud. Se dire, attends, on pourrait le faire chez nous, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Comment est-ce que ça peut s'adapter ou non aussi, parce qu'il y a des échecs, à la culture locale, etc. Donc c'est plein de questions, c'est cool. Merci Aubin. Pétronille, tu es directrice de recherche en économie, directrice du laboratoire Splot. C'est pas ça? Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours et les recherches que tu as menées, que tu mènes encore dans le milieu de la logistique? Oui, donc en fait, effectivement, je ne roule pas et je ne fais pas de livraison, ce qui me donne un point de vue un peu décalé ici par rapport aux autres. Donc moi, ça fait longtemps, je sais pas... peut-être 17-18 ans que je travaille sur la logistique et je travaille sur les grands groupes de messagerie, et le UPS, FedEx, La Poste, etc. Et leur relation en fait, avec les toutes petites entreprises qui sont leurs sous-traitants en fait. Et la façon dont ces toutes petites entreprises dépendent économiquement des grands groupes et sont donc assez prisonnières de ce système. Et c'est pour ça que les prix sont tirés vers le bas et que ces prix tirés vers le bas engendrent des difficultés dans la sous-traitance. Et alors, en parallèle, évidemment, je m'intéresse au report modal. Il y a Suzanne qui est quelque part là, voilà. Vers le ferroviaire, mais aussi vers la cyclo-logistique et aux livreurs de plateforme. Donc j'ai fait plusieurs enquêtes sur les livreurs de plateforme et sur la cyclo-logistique, mais qui datent un peu, parce que c'était en 2015-2016. Donc évidemment, le panorama a complètement changé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le livre et dans ce que vous avez à raconter, qui sont toujours ces relations en fait, entre... ces entreprises qui sont assez petites quand même, qui sont des petites entreprises, ils ont entre 10 et 50 salariés, et les grands groupes ou les clients qui sont à peu près de la même taille. Et on voit bien que en fait, les relations peuvent s'équilibrer plus facilement si on travaille en fait, avec des clients qui sont un peu plus petits. Et donc, est-ce que c'est possible ou pas de travailler avec des logisticiens plus importants? Est-ce que c'est systématiquement en sous-traitance? Est-ce que ça crée des relations qui sont toujours hiérarchiques ou de dépendance? Ça, c'est une des questions qui m'intéresse particulièrement. Mais je m'intéresse aussi beaucoup aux conditions de travail et d'emploi. Et on sait que les coopératives ne sont pas toujours les mieux placées en termes de conditions de travail ou en conditions d'emploi en France. Donc ça m'intéresse d'avoir un peu un retour sur ce qui est mis en place pour garantir une qualité de l'emploi et du travail intéressante. Et aujourd'hui, est-ce que tu as peut-être une ou deux études que tu mènes en ce moment, sans dévoiler de secret Alors, en ce moment, en fait, sur la cyclo-logistique, on a peu d'éléments factuels sur les conditions de travail en particulier, c'est-à-dire les revenus, les horaires de travail, la pénibilité, un certain nombre d'indicateurs sur la qualité de l'emploi et du travail. On n'a pas vraiment ces éléments parce que ce n'est pas un secteur bien identifié dans les statistiques. Donc on ne peut pas partir des grands panoramas de l'INSEE, etc. pour en parler. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire une étude pour essayer de donner des faits objectifs et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre livreurs de plateforme et livreurs en cyclo-logistique. Ça, c'est un point important parce que le ministère repart souvent en fait, de conclusions sur les livreurs en ne prenant pas la bonne échelle. Donc ils confondent un peu celui qui livre en camionnette, en camion, celui qui livre pour des plateformes, etc. Et puis, je m'intéresse toujours beaucoup en fait, au statut en fait, entre salariés et indépendants, avec un point de vue peut-être un peu plus nuancé, c'est-à-dire que finalement, je m'intéresse ce qui garantit des bonnes conditions de travail. Ce n'est pas toujours le statut, parce que parfois on peut
auto-entrepreneur et avoir des garanties des conditions de travail et d'emploi qui sont très satisfaisantes, et au contraire, salarié comme pour Just Eat par exemple, et avoir des conditions de travail déplorables. Donc voilà, c'est un peu les enquêtes que je mène. C'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir creuser dans un second temps. Martin, les débuts de votre histoire chez Cargonaut, ils sont quand même profondément liées à l'essor des plateformes d'intermédiation. Donc elles ont choisi de privilégier la rentabilité à tout prix, et vous avez quand même essayé de tracer votre propre chemin un peu différent, on peut le dire. Comment vous avez-vous navigué l'entreprise dans un domaine qui est hyper concurrentiel en conciliant la performance quand même de l'entreprise et les valeurs humaines? Avec beaucoup d'improvisation quand même au début, faut le dire, ça a été lancé comme ça très rapidement par des gens assez inexpérimentés. Et au début, il y avait un peu encore d'effet de groupe, de trucs un peu sympas, où tout le monde un peu adhérait au projet, où les gens étaient contents d'être là, mais en fait, objectivement, les conditions de travail n'étaient pas forcément très bien à ce moment-là, parce qu'il y avait un investissement extrêmement fort, des heures très longues, il y avait des moments de stress et de tension très forts. Mais il y avait en même temps aussi des moments collectifs très, très bien aussi, et il y avait vraiment un groupe qui fonctionnait très bien, quoi, en fait. Et tout le monde adhérait au projet pour tout un tas de raisons, c'est-à-dire que déjà on fait notre entreprise à nous, c'est sympa, en plus on remplace des camionnettes par des vélos, c'est génial, on aime bien le métier en plus qu'on fait qui est de faire des livraisons, tout était bien, quoi. On va faire une coopérative, etc., etc. Donc tout ça c'était très fort, quoi. Mais du coup, on peut dire qu'il y a ce truc qui restait un peu jusque-là, dont Stéphane, qui était là à étudier, avait mis le doigt dessus sur le côté un peu auto-sacrificiel de la démarche, qui était, on va dire, consenti par le gros des gens, quoi, le noyau dur, mais qui, au final, à fur et à mesure que ça grossissait, qu'on s'élargissait, pouvait être une barrière à ce que d'autres nous rejoignent, quoi, en fait, qui, du coup, voyaient plus, en effet, certaines conditions matérielles pas forcément génial, et un côté un peu stressant auquel tout le monde s'est habitué, que nous on voyait plus et qui faisait partie de l'aventure, quoi, entre guillemets. Et en fait, et plus ça continuait, même en fait le noyau dur entre guillemets s'épuisait un peu à ce rythme-là, quoi. Donc il fallait trouver une autre façon de faire, ce qu'on fait toujours un peu petit à petit. On n'a pas du tout trouvé un système parfait, en fait tout simplement parce que le métier reste pénible quoi qu'il arrive. Les marges sont pas énormes, le secteur est relativement ingrat. On reste une petite PME, donc il y a tout un tas de choses qui font qu'on la scope n'est pas la réponse idéale à tous ces problèmes, quoi. Mais il y a quand même des opportunités de dialogue sur le travail qui sont là, y compris parfois un peu avec la confrontation, ça peut être le cas, mais qui je pense n'existerait pas dans une autre si on n'était pas une coopérative, quoi, en fait. Où on peut quand même mettre les sujets sur la table. Alors parfois ça macère un peu, puis ça ressort un peu violemment, mais bon, au moins ça a lieu. Et on fait des choses, on parle beaucoup, etc. Donc il y a quand même un esprit de dialogue, je dirais, qui nous permet d'avancer, quoi. Donc le statut coopératif, il permet pas tout, mais il permet quand même d'engager les travaux sur les conditions de travail, sur la performance de l'entreprise, peut-être soit d'une meilleure manière, ou en tout cas en intégrant beaucoup mieux les travailleurs et les travailleuses. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a les dispositions juridiques du statut, à savoir les salariés qui font le pas d'être sociétaires ont le pouvoir, donc ils participent aux AG, ils prennent les décisions. Et donc ça, c'est vraiment un énorme outil. Et sans parler de ça, une fois qu'il y a ça, même des gens qui ne sont pas salariés, je pense qu'ils ont, qui sont salariés mais pas sociétaires, ils ont peut-être plus d'informations, enfin c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'informations ici qu'ils auraient dans une autre entreprise, en fait. Donc dans tous les cas, ça infuse un peu, ça ruisselle dans le fonctionnement général, où il y a un peu certaines pratiques d'écoute, et que ça se traduit aussi, je parlais beaucoup de mettre les choses sur la table, mais il y a une souplesse énorme, par exemple, dans l'emploi du temps. Les gens qui veulent changer de contrat, baisser avoir moins d'heures, avoir plus d'heures, changer un peu aussi la répartition dans la semaine. Tout n'est pas possible, mais on a quand même une certaine souplesse là-dessus, par exemple. Le fait qu'il y ait la nourriture tous les midis qui soit offerte et qui soit vraiment plutôt bonne. J'espère que le repas ensuite ne va pas me contredire, mais je ne pense pas. Mais qui participe aussi d'un côté un peu presque communautaire, quoi. Si on mange ensemble, c'est un bon repas, mais c'est aussi un vrai plus. C'est pas rien, surtout avec l'inflation, ça se ressent sur le portefeuille, donc c'est un plus, ouais. Pétronique, pour faire peut-être un pas en arrière, les plateformes, elles sont un exemple un peu frappant des dérives du recours à la sous-traitance généralisée dans le secteur logistique, mais en fait
ce que tu expliques dans tes recherches aussi, c'est que le mal, en réalité, il est plus profond, même plus ancien. Est-ce que tu pourrais nous partager les raisons un peu de cet état actuel, notamment dans la messagerie, et quelles sont les conséquences pour les sous-traitants? Comment on peut aussi s'en prémunir quand on est une entreprise cyclo-logistique? Oui, en fait, Martin le disait, c'est un secteur dans lequel les marges, les bénéfices ne sont pas vraiment importants. C'est pas là-dessus en fait que les grands groupes vont gagner. En général, les grands groupes de messagerie ont une activité assez diversifiée. Ils vendent des services de logistique, des services aux clients sur lesquels ça va leur apporter de l'argent. C'est aussi le cas pour Amazon, par exemple. Et par contre, les livraisons, il faut clairement qu'il y ait des volumes massifs pour que ces groupes-là soient moins fragiles. En fait, la plupart des groupes de messagerie sont assez fragiles économiquement. Donc finalement, ils ne sont pas à l'abri par rapport à une PME. Ils ne sont pas du tout à l'abri de faire faillite. Il y a eu 2 grands groupes qui ont fait faillite entre 2012 et 2015. L'un qui s'appelle Cernam, qui était financé par l'État à 100%, qui est aujourd'hui, dont les salariés ont été repris par Géodis, qui est un groupe qui est toujours appuyé par l'État et subventions publiques. Et puis un autre qui était un groupe familial, qui avait toujours plutôt réussi jusqu'ici, qui était Maury Ducrot. C'était des grands groupes et qui ont vraiment, c'est des très grosses faillites qu'il y a eu. Et en fait, il y a plein d'entreprises, il y a plein de groupes qui survivent, quoi, plus ou moins. On parlait tout à l'heure de GLS, qui est un petit peu désorganisé, Colis Privé, qui a plus ou moins été un peu en partie acheté par Amazon à 25% et qui a du mal à survivre, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement, les marges sont difficiles, l'organisation, les flux de transport, l'achat d'entrepôts, tout ça constitue des énormes contraintes. Et il n'y a qu'une quinzaine de grands groupes qui parviennent à survivre et qui ne survivent pas toujours facilement. Ces grands groupes, au fur et à mesure des années 80, 90, et puis alors là, maintenant, aujourd'hui, c'est des taux très très élevés, ont toujours sous-traité, mais ils sous-traitaient plutôt les tractions entre les grandes plateformes, donc c'était plutôt de la longue distance. Et puis progressivement, ils ont sous-traité les petites tournées des chauffeurs-livreurs en camionnette. Et cette sous-traitance, elle a commencé à décroître en termes de conditions de travail et de prix, etc. Aujourd'hui, la sous-traitance, elle est massive. Il y a énormément de grands groupes qui font tout 100% en sous-traitance. C'est le cas d'Amazon, de Chronopost, par exemple. Chronopost, encore une fois, qui est l'entreprise censément publique, donc on pourrait se poser des questions sur le taux de sous-traitance quand même de ces livreurs, quoi. Et puis voilà, donc elle est massive, elle est autour de 90% pour l'ensemble de la France, avec dans des endroits en fait où on est plutôt à 60-70% en province par exemple, parce que c'est difficile de retenir des conducteurs, donc on a plus intérêt à les salariés. Et donc cette sous-traitance massive qui a accru, en fait, elle continue en fait à se développer pour l'ensemble des PME qui vont dépendre de ces grands groupes. Donc la cyclo-logistique par exemple qui travaille en sous-traitance pour ces grands groupes, elle tombe un peu sous le joug de ces contrats-là. C'est-à-dire que ça ne va pas être des revenus, des rémunérations mirobolantes. Et la cyclo-logistique, elle n'est pas rentable pour ces grands groupes. Ces grands groupes savent que quand ils ont recours en fait, à une sous-traitance en cyclo-logistique, ils sont très moyens quoi, en termes de marge, etc. Alors de moins en moins, en fait, c'est de plus en plus possible de faire des choses. Du coup, on peut se poser la question, en termes de rentabilité, si finalement les PME de transport ne sont pas plus intéressantes. Et les coopératives ne sont pas plus intéressantes. Parce que finalement, elles sont presque plus rentables que ces grands groupes, ou même que les plateformes, comme Deliveroo ou Uber Eats, qui ne sont pas rentables ou limite, quoi. Alors que certaines coopératives fonctionnent bien. Et donc, voilà, en tout cas, il y a un système qu'on peut largement remettre en cause et qui se fait aussi, et là, c'est un point de vue un peu personnel, mais que je peux étayer par un certain nombre d'arguments, avec la tolérance des autorités publiques. Est-ce que tu peux... Oui, je l'ai. Oui, alors, la première chose qui est importante, c'est que... alors, c'est un peu décalé par rapport au secteur dont on parle, qui est la cyclo-logistique, mais disons que pour l'ensemble de la messagerie, il y a un contrat qui s'appelle le contrat type sous-traitance, qui est le contrat qui encadre les relations de sous-traitance, qui a été mis en place au début des années 2000. En fait, il y a eu 2 grands procès de sous-traitants qui se sont regroupés pour faire des procès aux grands groupes de messagerie en 1999 et 2000, Exapac et Extend, qui sont devenus DPD et GLS, qui ont changé de nom à cause de ces procès. Et ça a fait très très peur à l'ensemble des groupes de messagerie. Ils ont demandé à l'État d'établir un contrat cadre sous-traitance qui protège et qui empêche toute forme de requalification. Donc aujourd'hui, dans la messagerie, un chauffeur en camionnette sous-traitant, il ne peut pas se faire requalifier en salarié, contrairement à ce qui se passe dans le secteur de la livraison pour les plateformes. Donc ça, c'est pour moi une forme de protection de l'État pour ces grands groupes, une première, parce que l'État a été très sérieusement au premier plan sur ce sujet. Et puis la deuxième, en fait, c'est d'une certaine façon ne pas réguler ce qui se passe pour les livreurs de plateforme, notamment, ils savent très bien qu'il y a 75% de livreurs qui n'ont pas d'autorisation de travail en France, qui sont sans papier, ils laissent faire, ils savent qu'ils travaillent sans licence quand ils travaillent avec des véhicules motorisés, donc sans capacité de transport, et ils tolèrent. Et donc ils lancent des mots d'ordre aux contrôleurs terrestres, aux inspecteurs du travail, en leur disant pas la peine d'inspecter, pas la peine de contrôler, ou en tout cas soyez tolérants.
Et les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont de moins en moins nombreux, ils sont en sous-effectif chronique et donc ils n'ont pas les moyens en fait, de se rebeller par rapport à ces directives. Donc oui, pour moi, il y a une forme de compromission là, en fait, qui est assez importante. Est-ce que toi, tu identifies peut-être des leviers si l'État était, on va dire, de bonne volonté, pour justement essayer d'assainir le milieu sur ce que tu viens d'évoquer? Il y a un certain nombre de leviers. Pourquoi pas maintenir cette capacité de transport dure, qui a été durcie en 2011, multipliée par 2, et qui permet de faire des sortes de barrières à l'entrée? Pourquoi pas la maintenir dure? Pourquoi proposer une capacité de transport plus légère? On peut se poser la question. Pourquoi autoriser, en fait, pourquoi ne pas multiplier les contrôles, renforcer les branches d'inspection du travail ou de contrôle terrestre? Ça, ce serait quand même le... Alors, en fait, toutes les lois existent, quoi. Appliquer la loi. Appliquer la loi. Et puis remettre en cause ce contrat de cadre, ce contrat type sous-traitance. Il me semble que ça pourrait être une bonne idée de rééquilibrer les relations. Il y a aujourd'hui énormément de procès de jurisprudence qui sont gagnés, par exemple, par les livreurs de plateforme, mais la directive européenne n'est toujours pas déclinée en France. Pourquoi une inactivité, une inaction d'État, disons? Voilà, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire. Mais c'est aussi très lié au chômage, parce que c'est vrai que tous ceux qui ne sont pas au chômage, mais auto-entrepreneurs, sortent des chiffres du chômage. Bon, il y a quand même un intérêt à faire sortir des gens de ces chiffres-là. Bon. Et dernière question, peut-être rapidement, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour les entreprises de cycle logistique qui travaillent avec ces grands groupes pour se protéger, entre guillemets, de ces conditions? Bon, c'est très compliqué parce qu'il me semble que coopératives ou petites entreprises, ou même plus grosses, qui travaillent en sous-traitance pour des grands groupes, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est essayer de se prémunir en diversifiant leur portefeuille de clients ou de travail pour ces grands groupes. Malheureusement, c'est très compliqué. Ça veut dire quand même d'avoir suffisamment d'effectifs pour les répartir, etc. Donc, et puis, il suffit qu'aussi un des grands groupes représente 40% du chiffre d'affaires pour que ça représente quand même une grosse perte au moment où ce grand groupe décide de rompre le contrat. Ce qu'il faut en tout cas, c'est, au moment des ruptures de contrat, s'entourer de conseils juridiques. Il y a eu des moments, par exemple, où un très grand groupe rompait tous les contrats à tour de bras, notamment dans la région lyonnaise, et en utilisant des arguments qui étaient complètement fallacieux. Et là, ça vaut vraiment le coup de s'entourer à ce moment-là. On ne peut pas le savoir, ça, quand on n'est pas un spécialiste de la messagerie, on ne peut pas le savoir en amont. Et donc, c'est important quand même d'avoir recours à un avocat, un conseil juridique à ce moment-là. Mais voilà, à part la diversification, c'est compliqué. Merci beaucoup. Aubin, du point de vue de l'entreprise cyclo-logistique, donc la sous-traitance fait quand même aussi partie des thématiques et des pratiques aussi dans les entreprises elles-mêmes. Comment on peut gérer en tant qu'entreprise cyclo-logistique la sous-traitance, on va dire, avec vertu et continuer de faire face aux fortes variabilités de certains secteurs d'activité? Déjà, comme on le soulignait tout à l'heure, je pense qu'il y a la sous-traitance qui est vue aussi par l'ubérisation. Donc c'est une sous-traitance néfaste. Et alors qu'en fait, une sous-traitance, c'est juste un rapport de travail entre deux entités qui peut être bénéfique si elle est transparente, si elle implique aussi les travailleuses dans l'action, en fait. Donc c'est dans la logique de co-responsabilité, dans du coup la transparence, aussi dans une logique économique de se dire en payant bien les salariés, on peut aussi, pas les salariés, les sous-traitants, on peut aussi du coup dynamiser leur activité et les rendre stables. Donc la vertu elle se fait à peu près là. Après c'est en cycle logistique, l'avantage c'est qu'on n'a pas ce contrat type mis en place, donc du coup on peut aussi voir la sous-traitance comme quelque chose de momentané et qui permette de stabiliser une activité. C'est-à-dire on a après c'est un commun accord, c'est-à-dire que la personne qui est en face du coup va aussi être au courant de cette pratique, qu'elle ne va pas être priorisée par rapport à un salarié sur une certaine tournée. Par contre, de se dire, on a un nouveau client, on a besoin de tester le modèle, voir comment ça peut fonctionner, voir comment le mettre en place. Et du coup, on va se servir de cette sous-traitance pour arriver à un salariat et en fait que ces mêmes sous-traitants deviennent salariés de la structure de cycle logistique. Quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui et qui est entre guillemets simple, parce que de manière personnelle, j'ai fait ça pendant 2 ans ici.
Et j'ai refusé le statut de salariat pendant 2 ans avant de partir de Paris, parce que j'avais une autre activité à côté, et c'était quelque chose que j'avais besoin justement de ne pas être intégré à une structure, parce que j'avais déjà mes charges mentales dans mon autre travail, et j'avais besoin justement d'avoir un peu de liberté dans ma vie. Mais du coup, je trouvais ça très simple, parce que c'était annoncé dès le départ, je pouvais refuser un shift comme on pouvait me refuser de travailler. On m'appelait un peu la veille pour me dire bon, finalement demain on n'a pas besoin de toi, mais en fait tout était transparent dès la base. On peut aussi mettre en place des contrats de sous-traitance quand même pour sécuriser le travail d'un côté, mais aussi sécuriser le travailleuse. On peut, ce qui se fait ici, ce qui se fait aussi chez Corbeau, chez plein d'autres structures de cycle logistique, mettre à disposition le matériel, mettre aussi rendre disponible d'autres avantages auprès des travailleurs. Et je pense que c'est ça aussi qui crée une sorte, pas vertu, mais un cadre de travail assez sain en fait. Donc c'est un sujet qu'on essaye de travailler au sein de la fédération. Est-ce que chez COPcycle, vous êtes peut-être plus avancé, vous avez aussi une sorte de ligne directrice Alors ouais, on essaye d'être... en fait c'est hyper drôle parce qu'on en parlait hier soir. Avec une boîte de cycle logistique qui me dit ouais mais en fait là en ce moment on emploie beaucoup d'auto-entrepreneurs parce que on a eu une perte d'activité et en même temps du coup on sait pas trop comment salarier. Du coup est-ce que ça va pas être en désaccord avec votre politique chez COPcycle? Et en fait, parce que du coup, je trouvais ça marrant en fait de se mettre dans cette position de se dire, ah ouais, mais non, vous respectez le salariat, du coup, est-ce qu'on va correspondre? En fait, c'est toujours le même principe de, en fait, la vision finale. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de, pour prendre d'autres exemples de cycle logistique, où par exemple, c'est des acteurs qui sont solos, qui démarrent une structure, en fait, ils vont pas se mettre en coopérative, parce que déjà, il faut être deux. En plus, en France, le modèle administratif veut qu'on soit 2 ETP payés, donc c'est non négligeable comme incidence sur le modèle économique qu'il y a à mettre en place. Et du coup, c'est de se dire, en fait, quelle est votre vision à long terme? Est-ce que est-ce que déjà les gens qui sont dedans sont au courant de leur statut? Est-ce que vous avez des ententes avec eux? Est-ce qu'ils participent, ils sont impliqués dans le développement de la boîte parce que peut-être un jour ils seront salariés? Enfin, il y a tous ces points-là, et je pense que c'est un peu ce qui rejoint un peu les discussions à la fédération, c'est-à-dire qu'on va vers un salariat, on promouvoit le salariat, mais c'est pas pour autant qu'il faut le mettre jour 1, quoi. Si on met le salariat en place dès le jour 1 pour qu'au final, au bout de 2 mois, on soit obligé de couler la boîte parce que n'y a pas de rentabilité dans l'activité, en fait, tout le monde est perdant. Donc, c'est plus comment est-ce qu'on va impliquer cette sous-traitance dans les enjeux de la structure en elle-même, quoi, je pense. Karine, vous avez choisi un modèle 100% salarié. Est-ce que tu peux nous partager les conditions de réussite de ce modèle? Alors déjà, il faut y croire, beaucoup, et avoir un volume d'activité suffisant, parce qu'effectivement, on a 0 marge de manœuvre, et je ne licencie pas quand je perds un client. Donc voilà, on a une équipe qui grossit au fil des marchés qu'on récupère. C'est un choix des associés de travailler au maximum, et pour le coup, aujourd'hui, on doit être à 100% salariés, de proposer des CDI en temps plein. Bon, parfois, on nous demande des temps partiels, mais pour le coup, le modèle chez nous, c'est ça. On embauchera un salarié que si on a l'activité qui va en face. Si on la perd, on va en chercher une autre. C'est difficile. Clairement, c'est plus difficile que d'avoir des leviers sur des auto-entrepreneurs, sur des sociétés en sous-traitance. Mais c'est notre modèle et c'est ce qu'on a dans les tripes. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, l'ADN de la boîte et des gars qui sont chez nous, quoi. Parce qu'on embauche aussi dans les quartiers, on embauche des gens éloignés de l'emploi, on les forme, on leur donne un métier pour certains. Et ils restent longtemps. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans avec 4 gars. Aujourd'hui, il y en a un qui est présent là-bas, qui est là depuis 5 ans avec moi, et d'autres. Et en fait, tous prennent 4, 5, 3 ans d'ancienneté. Enfin, voilà, on a un turnover qui est... Oui, j'aimais bien t'afficher, ça m'a fait marrer. On a un turnover qui est très faible pour la branche. Mais parce que voilà, on a donné les moyens de se construire une vie aussi avec un CDI, pouvoir prendre un appart, des trucs basiques, mais qu'on ne peut pas quand on est auto-entrepreneur. Et voilà, c'est ce qu'on souhaitait. Après, je pense aussi que ça fait des garçons bien, qui bossent bien, qui aiment ça et qui sont investis dans la boîte. On a aussi, on essaie de tenir ça. On donne des 35 heures, mais sur 4 jours. Donc nos gars font 10h, 20h.
majoritairement. Ce qui est quand même sympa, sur un métier qui, comme on l'a dit, est physique. Bon, je le fais, hein, ce boulot, je peux le faire une journée, je le ferai pas 4, moi, perso. Eux, si. Donc, je dis 4, c'est déjà bien, hein, sur une fois que vous l'avez dans les pattes. Voilà. C'est probablement ça aussi qui fait que le modèle tourne. Après, mes plannings sont plus compliqués à faire que si je pouvais mettre un shift le soir de 18 à 20 quand ça pousse, ou le matin de 10 à 12. Voilà. Mais bon, on a essayé de trouver les clients qui allaient avec cette organisation-là aussi. On les a trouvés, pour l'instant on les garde, donc, et on en prend plus, et voilà. Mais je pense qu'effectivement le secret de la longévité, c'est la diversité des clients et des donneurs d'ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi autour des secteurs d'activité? Justement, c'est ce que tu disais, vous choisissez vos clients. Peut-être qu'ils vous donnent des flux de livraison qui sont plus réguliers pour... Oui, clairement. Bosser avec la grande distrib alimentaire, on a un flow. Le matin au réveil, j'ai une centaine de livraisons à faire dans la journée, je le sais. Après, ça va varier de 100 à 300. Bon, entre 100 et 300, il n'y a pas le même nombre de gars sur le terrain, quoi. Mais c'est là où l'expérience, et ça fait 5 ans qu'on sait que le lundi, il y a plus de monde, donc on a plus de gars. Voilà, nos plannings sont faits comme ça, et c'est l'expérience. Et puis c'est les nouveaux clients qui arrivent avec des nouvelles spécificités qui font que nos plannings sont différents et qu'on arrive à maintenir tous ces salariés-là, quoi. Dernière question, comment vous êtes impacté par les nouveaux modèles alternatifs? Donc on a parlé des plateformes évidemment, mais il y a aussi le co-transportage. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, on est impacté de deux manières. Alors la première, c'est physiquement, on partage certains de nos clients avec du co-transportage. On avait d'ailleurs fait un test avec Mickaël, mon associé. On avait fait une journée chacun avec Shopopop, pour ne pas les nommer. Donc on a mis notre petite application, tout ça. On a fait des livraisons pour voir ce que c'était. Et puis pour parler aux gens qui faisaient les livraisons, on s'est rendu compte qu'il y avait par exemple des salariés de Cogépart qui, à leur pause, prenaient leur petit camion Cogépart voilà, et allaient livrer des fleurs ou autres pour Shopopop. Donc eux nous prennent du client. Pour autant, sur les clients avec lesquels je partage le flux, ils vont faire les longues distances, ce qui me va parfaitement bien, parce que moi je ne vais pas envoyer mes gars faire 10 km avec 81 kg sur le vélo, j'ai pas envie, c'est pas le modèle, et voilà, donc finalement c'est Shopopop qui le fait, et c'est cohérent. Ça, pour le coup. Bon, quand il pique un client complètement pour que les Uber Eats récupèrent ce flux-là, j'avoue que voilà, on l'a un peu en travers. Payer zéro charge sociale, enfin voilà. Donc, au bout du bout, le deuxième impact. Outre le fait qu'on perd des clients, on nous dit mais vous êtes beaucoup trop cher. Vous avez vu Shopopop à 3,50 €, ils font la même. Ouais, enfin à 3,50 €, ils ne payent pas leur charge. Ça n'a pas de sens. C'est un pourboire qu'ils prennent. Donc ouais, on est impacté. Pas tant. Et parce que, encore une fois, on a des équipes qui bossent super bien. Et les retours qu'on en a de ces plateformes collaboratives, c'est que le boulot, alors déjà la chaîne du froid, ils connaissent pas. Et puis ils jettent les courses de Madame Michu sur son palier. Voilà, c'est pas le même service clairement, mais en même temps c'est pas le même salaire. Et ça en est pas. Donc il n'y a pas de protection sociale, il y a pas de. On peut pas être investi dans une boîte qui est pas la sienne et qui en plus vous maltraite. Voilà. Donc finalement oui, on est impacté. On espère juste que nos clients sont suffisamment intelligents pour se dire mes clients à moi, je veux qu'ils soient bien traités et je vais passer par des gens qui font ça bien, quoi. La livraison collaborative, c'est, je dirais que petit mot à moi, c'est de la livraison qui au départ avait du sens. Et quand j'ai vu arriver ça, moi pour le coup, j'ai pas eu peur. J'y pensais, vous passez devant un commerce et votre voisin, Monsieur Michu, a commandé ses courses dans ce commerce-là. Vous passez chez le commerçant, vous prenez ses courses et vous les amenez. C'était malin, c'était utiliser le trajet de retour du bureau ou le trajet aller ou que sais-je. C'est ce qu'on fait sur le covoiturage, sur tout ça. C'était pas idiot. Sauf que c'est dévoyé, mais comme tous les systèmes de ce type-là. Et on se retrouve avec des professionnels de la livraison collaborative qui n'ont aucune protection sociale et un salaire de misère. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Polo ? Non ? Parfait. Merci beaucoup, Karine. Peut-être sur un volet, du coup, un dernier chapitre, gouvernance et conditions de travail. Martin, dans le livre, vous êtes particulièrement lucide sur les difficultés du modèle coopératif.
même sur la gouvernance de l'entreprise, l'implication des sociétaires. Et après 10 ans du coup, d'essais, d'échecs et de réussites, c'est quoi vos principaux apprentissages ? Très grande question. Sur les conditions de travail ou la gouvernance ? Sur la gouvernance dans l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise, il faut, j'ai envie de dire, choisir ses combats. D'abord, j'ai envie de dire, la réponse que je fais là, ça se trouve, je la ferai une différente dans 2 ans parce qu'on est vraiment quasiment tout le temps en évolution là-dessus. La résolution d'un problème en entraîne un autre. On a pu avoir des vraies fractures, en tout cas vraies dissensions entre des gens qui avaient l'impression que la direction essayait d'imposer une décision. Ça a été arrivé par le passé, ça s'est résolu, bon, ça s'est tranché par le vote, etc. Et il y a eu un gros effort de pédagogie qui a été enclenché depuis, qui est vraiment maintenu depuis des années, pour justement ne pas reproduire cette erreur, quoi. Et là, en fait, dernièrement, on arrive à un moment où en fait, cet effort de pédagogie épuise en fait la direction. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui, de toute façon, sont un peu. Il y aura toujours un écart d'information entre un cadre qui est confronté à un dossier 35 heures par semaine ou plus d'ailleurs, et quelqu'un qui ont fait un résumé régulier, quoi, en fait. Et que certains, par exemple, si on va faire un plan de financement qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on l'a fait voter, on va faire tels emprunts, mais bon, c'est tout le monde a voté oui. En fait, même quelqu'un, moi-même qui était cadre à l'époque, qui était même co-gérant, mais bon, c'est plutôt Polo qui avait fait ce plan-là, il était plus en charge de cette dimension-là. Moi, plus en charge, on va dire, RH, entre autres. J'aurais été incapable d'avoir une contre-proposition. Donc là, il faut aussi accepter que quelque part, il y a un côté descendant, il y a une spécialisation qui en fait se retrouve même dans les plus hauts niveaux de la pyramide, quoi. Il faut aussi vraiment faire confiance aux dirigeants pour diriger, prendre les décisions, et voilà. Ça pour moi, c'est vraiment lié aussi à une sorte de masse critique. C'est-à-dire que si on était 10, on pourrait vraiment faire un truc beaucoup plus collégial à partir d'un moment, là on est 40, plus quelques autres entrepreneurs, parce que du coup on en a encore justement. Bon voilà, il y a ça, donc il faut en effet, là on est plus en train de se dire, on a fait un super effort de pédagogie, c'est très bien, on va le conserver comme ça, on va pas forcément essayer d'engager les gens, parce que du coup il y avait une frustration, on disait les gens sont pas assez engagés. Bon, en fait, c'est juste qu'il faut accepter que chacun un peu a son métier, et voilà. Donc sur la gouvernance, actuellement, on en est un peu à choisir ses combats pour que ça convienne un peu à tout le monde, parce qu'au final, de la frustration de l'équipe de ne pas se sentir assez engagée est venue une frustration de la direction de trouver que l'équipe ne répondait pas assez aux efforts qui étaient faits. Mais à côté de ça, il y a toujours des gens de l'équipe qui trouvent que sur certains aspects, il y a... Mais en même temps, il y a certains aspects où on se dit, par contre, on pourrait être plus responsabiliser plus les gens sur tel aspect. Bon, bref, c'est très compliqué. Et là, vous avez peut-être 1 ou 2 chantiers où vous disiez, dans 2 ans, on aimerait bien arriver là et qui permettra d'améliorer la fluidité dans l'entreprise. Ouais, alors en tant que moi qui suis plus salarié, du coup, je suis moins au fait de ces choses-là, mais il y a typiquement on a un chantier sur la vie coopérative. Ouais. En gros, on a mis en place une commission de la vie coopérative pour épauler la direction. Mais cette commission a un peu du mal à trouver sa place pour l'instant. Et en fait, on est en scope ARL. Parce qu'une scope peut aussi ensuite se segmenter en scope SA et autres. Donc il n'y a pas de conseil d'administration. Et donc statutairement, c'est le dirigeant qui a à charge de l'animation de la vie coopérative. En fait, dans une SARL et dans une scope ARL, ça se retrouve, le dirigeant a vraiment énormément de responsabilités qui pourraient être diluées par un CA. Mais du coup, on n'a pas envie qu'il y ait un CA qui s'interpose entre la direction et l'Assemblée Générale des sociétaires. On aime bien cette côté direct, mais du coup ça crée quand même un poids sur le dirigeant. On aimerait bien au moins décharger sur la vie coopérative par exemple. Et du coup on a créé cette commission il y a un peu plus d'1 an. En plus on s'est vraiment pris la tête, on a fait une élection sans candidat pour nommer les membres. Bon, il y a une membre qui est partie peu après de la coopérative, donc voilà. Un membre qui n'avait pas été retenu, qui était moi, qui est du coup revenu. Bon bref, on tâtonne encore un peu, ça c'est typiquement un chantier sur lequel on aimerait avancer dans 2 ans. Karine, comment est-ce que vous traitez les sujets d'inclusion, notamment des femmes, dans la cycle logistique, d'insertion et d'évolution des métiers chez Agile en Ville ? Alors, sur l'insertion, des publics éloignés de l'emploi, ça, on en a fait notre ADN. On a 12 nationalités qui travaillent chez Agile en Ville entre Lyon et Marseille. On bosse avec des associations d'insertion. On bosse avec des associations d'insertion par l'emploi, des maisons d'émission locales, enfin voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les jours.
Sur l'insertion des femmes, alors j'en suis une, et la seule représentante de Lyon. C'est pas fou. Pourtant, chaque fois que je reçois un CV d'une femme, je fais de la discrimination positive à mort, je le reçois, j'embauche, systématiquement ou presque. On a réussi à avoir une fille pendant quelques mois sur la distribution des bioseaux à compost à Lyon, parce que c'était moins physique. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit, quand même, notre boulot à Lyon, il est très physique. On porte des charges, on porte les courses de Madame Michu, toujours la même. On porte ces 6 packs d'eau au 4e sans ascenseur. On le fait une fois, on le fait 2 fois, quand voilà. À la 12e, on est fatigué et vraiment, ça tire. Et donc, quand on a des typologies clients plus faciles et moins physiques, ça tient. Et encore, elle n'a pas tenu très, très longtemps. La dernière qui est allée sur notre flux classique, elle est restée un mois et demi. Parce que c'est dur, parce que physiquement, c'est difficile. Mais je ne désespère pas. Après, je reçois quand même très, très peu de CV de femmes. Pourtant, je suis à Lyon, on n'est pas nombreuses à être chef d'entreprise de boîte de livraison, mais il n'y en a pas tant, quoi. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Et sur l'évolution des métiers, on rentre comme coursier-livreur. Est-ce que Alors chez moi, il y a peu de postes. À Lyon, il y a moi, et des livreurs et des chefs d'équipe. Tous mes chefs d'équipe sont issus des coursiers que j'ai embauchés. J'ai été chef d'équipe pendant 12 ou 18 mois, pratiquement tous les jours. Donc j'ai envie de dire, ils ont appris par l'exemple. On pourrait demander de témoigner à un de mes gars. Non, ils n'ont pas envie. Ils sont tous les deux capitaines. Chez nous, c'est des capitaines. Et donc, ils étaient tous les deux livreurs quand ils ont commencé. Et puis, à un moment où je ne pouvais pas tout faire non plus. Et donc, j'ai délégué des gens qui en avaient la capacité, pour le coup. Tous ne peuvent pas être chefs d'équipe. Après, j'ai pas de dispatcher et j'ai peu d'autres métiers. J'ai des formateurs aussi dans l'équipe, mais qui sont systématiquement des gars qui ont commencé chez moi livreurs. Voilà, et j'essaie au max de trouver des missions pour lesquelles ils auraient une appétence ou une envie ou un talent ou que sais-je. On va mettre notre mécano au fourneau parce qu'il était cuisinier. Voilà, on essaie de les faire monter en compétences. J'embauche pas des gars sur des profils particuliers parce que c'est pas l'ADN non plus. L'objectif, c'est quand même de les faire monter en compétences et voilà. On peut peut-être juste redonner le micro à Martin sur le sujet de l'inclusion. C'est quand même une thématique qui est développée dans le livre. Est-ce que tu peux nous partager les actions chez Cargonaut sur ce sujet? Ouais, rapidement, donc ça a été quand même cofondé par une femme, Lulu. Et donc quand il y a eu les premiers salariés, on avait une salariée aussi à l'époque, Morgane. Donc on était donc sur 8 salariés, il y avait 2 filles, ce qui était, ça faisait 25%, ce qui était un taux délirant. Et ensuite, Morgane est partie, Lulu aussi n'était plus là, ça continue de grossir, donc on est passé de 2 sur 8 à 0 sur 20. Et là vraiment, pareil, il y avait une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire qu'on n'embauchait pas tous les CV de femmes qu'on y avait, mais dès qu'il y avait un CV, une fille postulée, on disait ah ouais super, tout de suite rendez-vous. Et je m'en souviens qu'à une époque, quand j'étais moi, je dépouillais les CV, on en recevait donc un par jour en moyenne. En 6 mois, je pense qu'on a reçu 6 CV de femmes, quoi. Donc il y avait vraiment très très peu de postulantes. Et finalement, on n'a pas fait de mesures concrètes, mais il y a un peu une prise de conscience parce que on était tous assez jeunes, on se considérait comme ouverts d'esprit, quoi. On disait il n'y a pas de postulante, on peut rien faire. Et en fait, à un moment pendant le Covid, on avait recruté beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on avait des pics d'activité qui ne duraient pas, et il y avait du coup et là d'un coup il y avait le retour des femmes, et je remarquais que dès qu'il y en avait 2 ensemble, elles allaient tout de suite se parler, se voir, et d'un coup ça m'a frappé. Je me suis dit ah oui, en fait on n'est pas, elles se sentent quand même en minorité assez fortement pour avoir le besoin d'échanger, et ça m'a frappé. Et aussi à un moment on avait un flux assez constant d'entrée. Je me souviens d'ailleurs que c'était souvent des amis de Willem. Et je me dis en fait on a vraiment un flux et c'est toujours les mêmes personnes, et je dis mais c'est des gens comme moi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire des jeunes gens, des jeunes hommes qui viennent d'un certain milieu et qui en fait sont tous très bien. Donc en fait on pourrait entièrement se reposer sur ce flux et en fait ça bougera jamais, quoi. Donc il faut changer les choses, mais en fait c'est plus en parler, avoir ça en tête qui a, je pense, permis de débloquer des choses. Puis on a eu des candidatures de femmes qui ont été sélectionnées. Après je pense à l'embauche, il n'y a pas eu vraiment de discrimination et du coup ça a évolué maintenant. Ouais Lulu, t'es là? Oui, du coup, j'ai été coursière là à peu près 4 ans. Et en fait, j'ai souvent été confrontée à des femmes qui
n'y avait potentiellement jamais pensé, ou en avait l'envie mais se disait « Ah oui, mais je peux pas, c'est pas possible ». Enfin, il y a aussi quelque chose où quand on parle avec elles ou qu'on essaie de les inciter ou qu'on leur propose, qu'on leur dit « Bah tiens, tu fais du vélo, est-ce que tu n'aurais pas envie d'essayer » ou autre, en fait, ça peut aussi briser pas mal de tabous, de fausses constructions et les amener aussi à faire quelque chose qui peut finalement leur plaire et où elles se pensaient incapables de le faire et où en fait ça se passe très bien. Et c'est moins compliqué que... Enfin, c'est une action assez simple pour permettre aussi de dynamiser un peu tout ça. Vous avez combien de femmes chez Cargonaut? Honnêtement, je sais pas combien ça fait 9. 9 sur 40. Ah oui. Et 8. Et surtout, on est très content parce qu'on a réussi à éviter la spécialisation où il y a beaucoup d'entreprises de la logistique. Avoir que des hommes qui font les métiers ouvriers de base de livraison et des femmes dans les bureaux, en RH, etc. Donc nous, c'est pas le cas. Du coup, on a commencé à avoir des femmes, mais par contre, du coup, il y avait, et donc à la fois il y en a plus, il n'y a pas de spécialisation et il y a de plus en plus de femmes quand on monte dans la hiérarchie, parce que ça a été un deuxième combat qui a mis un peu de temps à aboutir. Pour faire écho à ce que tu disais, Karine, sur le fait que vous aviez quasi que des temps pleins et que vous bossiez de 10h à 20h, il me semble que une grosse majorité des femmes qui ont intégré Cargonaut ont commencé par un temps partiel. Soit un équivalent temps partiel en auto-entrepreneuse, soit un temps partiel salarié, et ensuite ça a pu fluctuer. Il y en a qui sont passés à temps plein pour diverses raisons, d'autres qui ont réduit. Mais je pense que en fait, c'est un milieu où il n'y a pas assez de femmes pour qu'on se dise ça va le faire, on est toutes capables de le faire. Et moi, il me semble que quand j'ai commencé à temps partiel, moi j'avais peur de ne pas faire l'affaire. Mais je sentais que de l'autre côté aussi, il y avait une certaine appréhension de viens, on te teste aussi, parce qu'on ne sait pas si tu vas tenir la route en fait. Oui, mais c'est là où je dis, j'ai essayé de trouver des marchés parce que physiquement, je le fais, le truc. J'ai pas envie de le faire 4 jours par semaine, c'est super dur. Et effectivement, quand tu parles d'un temps partiel, moi, je pourrais en faire des temps partiels, parce que j'ai des livreurs qui veulent pas faire du plein temps, donc ils font pas. Le modèle, c'est ça. Pour autant, on sait s'adapter, on sait même adapter les horaires en fonction de la vie familiale, donc il n'y a pas de sujet. En revanche, moi, j'ai beaucoup moins de candidatures, mais c'est peut-être parce que les femmes attireraient les femmes et voilà, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et j'en attire pas des masques, si vous voulez que je vous dise. Mais bien sûr qu'on teste, que ce soit un homme ou une femme. Et pour le coup, en ce qui me concerne, moi, je donne sa chance. Je dis oui, ça va être difficile. Il faut quand même en avoir conscience. On porte pas des petits colis Amazon, quoi. Voilà. Donc, il faut en avoir conscience. C'est difficile, mais t'y arrives, tant mieux. T'y arrives pas, c'est pas grave. J'ai d'autres concurrents qui font des trucs moins durs physiquement et c'est pas un problème. Ou je trouve d'autres marchés sur lesquels les femmes pourraient plus facilement s'épanouir. Maintenant, je suis pas là pour casser en deux ni des hommes ni des femmes, quoi. Donc voilà. Aubin. Juste pour dézoomer un tout petit peu, selon toi, c'est quoi la différence fondamentale entre les conditions de travail des livreurs de plateforme et les cyclologisticiens, cyclologisticiennes? Et de manière un peu plus stratégique, pour toi, c'est quoi les chantiers pour notre filière sur ces conditions de travail? Alors, différence de conditions. Le statut déjà, je pense. Donc ce qu'on a déjà dit 20 fois, donc autant la sous-traitance, l'auto-entrepreneuriat précaire d'un côté, le salariat un peu moins précaire de l'autre. Le modèle de gouvernance, je pense que c'est entre les plateformes ubérisées et les non ubérisées. Parce qu'au final, le modèle de gouvernance, je suis en coopérative, on est beaucoup à être en coopérative, il y en a qui ne le sont pas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'échange entre la direction et les employés. Je pense qu'il y a quand même une écoute des employés, des salariés en général, qui est mise en place, même si elle n'est pas forcément aussi intéressante qu'en coopérative. Elle reste dans un projet commun quand même. En tout cas, c'est lequel je pense. En cyclo-logistique, peut-être plus qu'en logistique en général. Le modèle de rémunération, je pense qu'il y a une petite différence aussi là-dessus. Aussi par le fait qu'il y a une transparence sur ce modèle de rémunération et le modèle économique en général de la boîte.
où il y a encore une fois une écoute du salarié, peut-être aussi des informations descendantes plus ouvertes. Le lien au local. Je pense que une structure qui n'est pas ubérisée aura un impact sur son territoire qui sera beaucoup plus grande, dans le sens où on a un intérêt pour ce qui est fait autour, par le travail avec les producteurs locaux ou les commerçants locaux, le travail avec les institutions et les collectivités, qui va être du coup un partenariat qui va être mis en place, qui va être beaucoup plus sain. Et aussi parce que en fait une structure qui est impliquée dans son territoire va du coup s'impliquer pour la mobilité douce, va militer pour les circuits courts, va militer pour un emploi local, parce que ça aussi ça en fait partie pour le coup. Et du coup tu as un peu création d'un écosystème global hyper sain en fait, parce que du coup on va être militant avant tout, on fait du vélo parce que on y croit, pas parce que c'est hyper cool d'être dehors sous la pluie quand il fait -4 et qu'il y a du vent à 100 km/h, mais aussi parce que c'est hyper cool de faire du vélo quand il fait 25 degrés et qu'il fait hyper beau et qu'on est au bord de la plage pour faire des livraisons. Ça, j'avoue que c'est cool. Mais on est militant avant tout et on croit en notre modèle, et du coup on va aller vers... Enfin, les structures qui nous accueillent vont aussi aller dans ce sens-là, quoi. Et ce que vont pas faire une plateforme ubérisée, ou plateforme ou modèle logistique ubérisé, enfin, il n'y a pas que les plateformes. Où là, pour le coup, il n'y aura pas d'intéressement des salariés à ce qui se fait en haut. Il y aura une précarisation du travail, des respects des règles. En gros, quand on est salarié, on a un respect des règles de la médecine du travail par rapport à comment est-ce qu'on livre, comment est-ce qu'on porte. Même si on a sur la grande distribution, on va avoir des volumes qui vont être assez imposants, on va quand même avoir un respect de la taille du sac ou du volume du sac. Bon, des fois, un peu. Enfin, je suis aussi dedans et des fois, c'est un peu ric-rac, mais en tout cas, à terme, on va quand même y arriver, quoi. Alors que dans une plateforme ubérisée, on va te demander de faire ton taf, et si t'as pas envie de le faire, en fait, il y en a 15 autres qui vont le faire à ta place, donc c'est pas grave. Donc il y a quand même ce respect de toutes ces conditions-là. Et c'était quoi la deuxième question ? Les grands chantiers de la filière pour les entreprises. Ah ouais, alors, pêle-mêle, entre la fédération et Copsix, c'est cool parce qu'il y a des échelles différentes et des flux différents, mais globalement, ça va être le respect de la sous-traitance. Je pense que on en parlait tout à l'heure, le contrat type de l'État est une super bonne base, mais c'est comme toute bonne base, je pense qu'il faut qu'elle soit remodifiée, revue en fonction de ce qui s'est fait depuis. Mettre en place un contrat type de sous-traitance dans un cycle logistique comme dans n'importe quel milieu est hyper intéressant parce qu'elle permet d'éviter les mauvaises pratiques, elle permet de cadrer. C'est ce qui s'est fait même avec l'ESS. On a mis en place en 2014 l'ESS. Enfin, je suis pas dedans, mais ils ont mis en place l'ESS. En fait, ça fait 10 ans, on les a fêtés l'année dernière. Et la première chose qui s'est dite, c'est ok, faudrait peut-être revoir les règles parce que ça a un peu parti en vrille. Ouais, elles sont faites pour ça. Enfin, je suis pas pour les règles, mais ça permet quand même d'avoir un cadre légal qui doit par contre être mouvant. C'est pas quelque chose qui doit être fixe, parce que sinon, en fait, ça dessert plus que ça sert. Donc il y a la sous-traitance, va y avoir... Je vais oublier. Attends, je suis sûr que j'ai pris des notes. Ouais, non, c'est un peu stressant cette position. Si, la professionnalisation du secteur, ça c'est un des deuxièmes gros sujets de la fédération, qui est de créer un cadre légal qui vienne encadrer ce qu'on fait. Donc c'est bien parce qu'on se rajoute nous-mêmes nos cadres. Mais en fait, ça permet aussi d'éviter encore une fois les mauvaises pratiques. Tu parlais tout à l'heure une adaptation ou pas de la capacité de transport. C'est un peu comme les marchés publics, et un autre sujet de travail, mais c'est qu'il faut qu'ils soient adaptés. Aujourd'hui, si on doit respecter la capacité de transport, en fait, on a des volumes qui ne correspondent pas à ce qu'on fait. Donc du coup, elle doit être adaptée. Est-ce que c'est la capacité de transport globale qui doit être adaptée à ce qu'on fait, ou est-ce qu'on doit avoir une capacité de transport à côté ? Un sujet qui peut être discuté. Mais en tous les cas, il faut que quelque chose soit fait, parce qu'aujourd'hui, on a des grandes plateformes qui ont un énorme pouvoir au gouvernement et qui tentent de faire appliquer des choses qui sont complètement aberrantes. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais globalement, leurs propositions sont aberrantes, et en plus, elles séduisent le gouvernement, donc je ne sais pas ce qui est le plus aberrant.
Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être mis en place de façon à sécuriser notre travail et à professionnaliser notre secteur et notre filière. Et à structurer notre filière parce qu'aujourd'hui, elle est en évolution. Sur les 20 dernières années, ça a vraiment énormément bougé. Mais en même temps, si on n'essaye pas de nous-mêmes imposer nos règles, en fait, on nous les imposera dans tous les cas. Donc autant qu'on soit décideur de ce qui se passe, vu qu'on est directement concerné, quoi. Et le dernier, je pense, ça va être et ça, c'est plus qu'Opsic, mais on le fait tous un peu dans toutes les petites structures, que ce soit chez Cargo ou autre. On a quand même une grande discussion là-dessus, au boîte à vélo, cyclocargologie, etc., sur la place des genres de manière générale dans la cyclologistique. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, qu'on a mis en place sur Copsic parce qu'on a cet avantage d'être multiculturel, où justement on peut avoir un énorme retour de plein de cultures différentes sur la place des genres. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça a été fait avec Cycle, dont le rapport est sorti récemment. C'est fait avec plein d'autres institutions, que ce soit sur le plateformisme ou pas, avec d'autres organisations non gouvernementales ou gouvernementales. Et c'est quelque chose qui est hyper important, qui ne doit pas être mis de côté, même si ça n'a pas d'impact direct sur la partie économique du travail, quoi. Mais c'est quelque chose qui doit évoluer et qu'on doit faire évoluer, parce que de la même manière, si on impose nos règles, en fait, on pourra choisir ce qu'on fait, quoi. Merci Aubin. Et Pétroni, peut-être pour finir sur ce sujet, quels sont les apports de la recherche sur les conditions de travail dans la cyclogistique, dans l'ESS, voire dans la logistique en général? Est-ce que tu peux nous partager un peu La recherche je peux pas parler l'état de la science non plus. sur la question? Est-ce que tu as des choses peut-être à nous partager? Peut-être que je peux compléter un peu ce que tu disais. Je pense qu'il y a quand même 2 points qui... On voit bien là qu'en fait, dans ces 2 modèles qui sont un peu extrêmes entre les coopératives et les plateformes. Et vraiment, il y a 2... Mais ce que je retiens, c'est quand même 2 points importants. C'est l'anticipation des revenus. Quand même, quand on est livreur de plateforme, on ne peut absolument pas anticiper ses revenus. Alors, le revenu, c'est vraiment le truc sur lequel moi je focalise, parce que c'est ça qui a très très fortement décru chez les plateformes et qui a engendré en fait un changement total du profil des livreurs. C'est vraiment la variable revenu et l'incapacité d'anticiper et la concurrence qu'il y a entre 2 personnes qui travaillent pour une plateforme, ce qui n'existe pas du tout dans une coopérative et entre les coopératives même, on pourrait dire. Et puis l'autre chose, c'est les relations professionnelles quand même, parce que le problème des plateformes, c'est la fuite de la relation professionnelle. Il n'y en a pas. Alors que dans une coopérative, tout est fait pour qu'il y ait du pouvoir d'agir, pour interroger la légitimité du pouvoir de décision, pour que ouvriers et cadres puissent coopérer d'une certaine façon. Ce qui n'interroge pas du tout les plateformes, quoi. Et ça, je pense que c'était dès le début chez les plateformes, en fait, dès qu'en fait ont disparu les contacts, les possibilités de discuter avec quelqu'un quand il y a eu les livraisons en plateforme, ça a commencé à tout de suite poser un énorme problème. C'est vraiment la relation professionnelle, l'anticipation des revenus, etc. Donc dans les conditions de travail, bien sûr qu'en fait le revenu, les horaires de travail, l'environnement, le fait qu'il y ait un local sont très importantes, mais l'anticipation des revenus et les relations professionnelles, c'est aussi très important. Après, c'est vrai que toutes les questions en termes d'indicateurs de qualité de l'emploi font ressortir que le pouvoir de décision, le pouvoir d'agir, c'est une variable un peu particulière et que effectivement, comme tu disais, dès qu'il y a un effectif un peu massif, on peut se poser la question des organes intermédiaires. Quel est le bon organe intermédiaire? Est-ce qu'il faut avoir des relations directes entre dirigeants et ouvriers? Est-ce que c'est la même chose, la parole d'un cadre, la parole d'un ouvrier? En fait, tout ça, c'est systématique et c'est des choses qui n'existent pas du tout dans la logistique. Et justement, il me semble qu'aussi, là, pour revenir sur le genre et les conditions de travail, on a parlé tout à l'heure de la conciliation vie pro, vie personnelle. On parle beaucoup de la manutention, parce que c'est sur la manutention qu'en fait se focalisent toutes les questions de pénibilité, et c'est normal. Et on peut se poser la question de pourquoi, à l'intérieur des entrepôts, il y a toujours des robots aidants, un certain nombre d'innovations qui sont mises en place pour diminuer la pénibilité. Pourquoi, en dehors des entrepôts, il y en a très peu? Ou alors pour remplacer les livreurs. C'est toujours un robot qui va remplacer le livreur, mais ça pourrait être des robots complémentaires ou des innovations, en tout cas, pour permettre ce type d'aide. Mais il me semble que
plus généralement, dans le secteur de la logistique, de la messagerie, etc., il y a très peu de femmes, ou alors effectivement au RH, mais il y a aussi très peu de femmes conductrices, par exemple conductrices routières, alors qu'il y a une grosse pénurie. C'est parce qu'elles n'y pensent pas, mais c'est pas un métier qui est forcément... Alors, il y a un problème de conciliation vie personnelle, vie pro, même si maintenant, il y a beaucoup moins de découchés. On appelle ça des découchés. On part plus toute la semaine, comme on faisait avant. Il y a aussi très peu de femmes chauffeuses-livreuses. Donc, il y a peut-être un peu plus de femmes manutentionnaires, maintenant, parce qu'il y a vraiment de l'aide à la manutention. Mais enfin, c'est quand même un secteur dans lequel les femmes sont absentes. Et ce serait intéressant, effectivement, de se poser la question pourquoi elles n'y pensent pas. Alors que ce n'est pas forcément des métiers qui seraient plus complexes physiquement pour elles, ou en tout cas qui auraient une possibilité de concilier leur... Pardon, je laisse finir. Non, mais c'est- Non, en plus je parle, Vincent, mais parce qu'il y a aussi une autre donnée, il y a aussi très peu de femmes livreuses Deliveroo, alors qu'il y a peu de pénibilité physique en fait. Parce qu'on avait fait une enquête à un moment, et en fait ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a bien sûr la manutention, mais il y a aussi le côté être dans la ville. Voilà, c'est ça, ouais. En fait il y a ce rapport violent, conflictuel en tout cas avec les autres usagers ou n'importe qui en fait sur la route. Si je puis me permettre. Du coup, il y a plus de femmes qui sont en voiture. Moi, il y a une étudiante qui a fait un mémoire, par exemple, sur le 77, sur la livraison dans le 77, qui est vraiment dans le périurbain. Et là, il se trouve que l'ensemble des livreuses travaillent en voiture le soir. Alors, elles se retrouvent quand même dans des situations qui sont parfois quand même assez insécurisantes, hein, parce qu'aller livrer un homme qui habite dans un appartement, qui veut que vous livriez à l'intérieur, en fait, et qui est prêt à refermer la porte, etc. C'est évidemment, forcément, c'est un peu plus complexe, mais les plateformes, encore une fois, ne se posent pas du tout cette question. Alors que je pense que les coopératives peuvent se la poser. Tout à fait. Il y a des questions dans la salle. Et après Vincent. J'avais juste une remarque sur la représentativité au sein des plateformes. Moi, quand j'ai travaillé en complément de revenus, il y a 7, 8, 9 ans, avec des plateformes dans une ville de province, il y avait quand même entre 5 et 10% de femmes qui étaient livreuses indépendantes. Et au fur et à mesure de la précarisation, soit elles ont disparu visuellement parce qu'effectivement, avec la motorisation des livraisons, on ne voit plus des livreurs. Mais globalement, je crois qu'elles ont disparu physiquement de la représentativité. J'ai plus la visibilité sur les livreurs indépendants aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de femmes. Oui, alors Vincent, ancien membre du comité de direction de Cargonaut. Je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure sur des questions rhétoriques sur pourquoi on laisse prospérer toutes ces situations illégales, etc. etc. Bon, je me permets de faire une réponse politique. Enfin, le macronisme, hein, je suis désolé. Enfin, c'est voilà. Et voilà. Et sur le, en fait, si on en revient sur les spécificités de Cargonaut, il y en a deux, c'est le salariat et la coopérative et ce que ça apporte comme réponse sociale, etc. Sur le premier, qu'est-ce qu'on fait des auto-entrepreneurs, enfin, pour moi, en fait, la réponse est simple, c'est que c'est du salariat déguisé, mais il y a un besoin qui est là, et j'ose espérer qu'en France, un jour, on se dira, on est prêt à dire, en fait, on arrête les conneries, les gens qui sont auto-entrepreneurs, en fait, ils sont salariés, mais avec des formats de contrats plus flexibles qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des formes de contrats qui existent dans la restauration, par exemple, dans le journalisme. Bon, en Allemagne, à une époque, on avait inventé des espèces de mini-jobs. Je ne sais pas si c'était la bonne idée, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à inventer. On arrête de dire à des gens, vous êtes des entrepreneurs. Non, c'est faux, tu es un salarié. C'est juste que tu es un salarié qu'on appelle au coup par coup, sur une base de co-accord. De toi, tu es d'accord pour bosser de manière flexible, moi aussi. Ça nous arrange tous les deux. Et ben, il faut que ce genre de contrat, pour moi, existe, qui serait beaucoup plus sécurisant que de dire à des gens non mais ouvre ta fausse boîte, prends ton assurance professionnelle RC Pro, etc. etc. Enfin, c'est une blague profonde tout ça. Et ensuite sur la question de la coopérative, après, en fait j'ai un petit peu évolué là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, les boîtes classiques, quand on est passé par une boîte comme Cargonaut, c'est très difficile d'y revenir. Parce qu'on se rend compte de tout ce que ça a de presque féodaliste, d'avoir un patron qui offre la protection d'un CDI, mais derrière, il a tous les droits de décision, etc. C'est très dur de revenir à ce modèle classique capitaliste. D'un autre côté, la coopérative, il y a quand même un gros problème qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, là,
c'est celui des financements des moyens de production. C'est-à-dire que, en fait, Cargonaut s'en est sorti, mais on en a bavé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça marche aussi parce que c'est un secteur qui est peu intense en capital. Enfin, un vélo cargo par rapport à une camionnette électrique ou quoi que ce soit, ça coûte pas cher. Mais il y a aussi la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau modèle social qui serait différent de celui de la coopérative, mais qui s'en inspire beaucoup, qui permette de lever ce frein, de dire en fait on a un vrai accès au financement et on n'est pas obligé de galérer et de se sous-payer et de misérer pendant des années avant de faire une belle boîte. Voilà. Ouais, en gros, une coopérative, il faut le savoir, c'est que ça coupe l'essentiel des moyens d'accès au financement classique. Alors, il y en a, hein, il y a des solutions. Il y a les titres coopératifs. Là, il y a Duralex qui a fait une très très belle levée de fonds de titres participatifs. Mais en réalité, c'est quand même beaucoup plus galère qu'une boîte classique, quoi. Et ça fait que nous, on s'en est sorti, mais vraiment à la sueur des mollets et en autofinancement. Donc, c'est des progressions très très longues et très très difficiles. Oui, je suis d'accord. Bah, du coup, on se coupe le capital privé en fait nécessaire au lancement de chaque boîte, quoi, en fait. Peut-être avant de passer juste aux questions formellement, même si on l'a déjà fait un peu à la volée, est-ce que vous voudriez ajouter dans un dernier tour de micro quelque chose de manière synthétique sur les thématiques qu'on a parcourues? Peut-être juste une info à rajouter, parce t'as commencé le sujet de la recherche. C'est un constat que j'ai fait récemment, du coup, par mon statut de coordinateur du réseau. En gros, je suis celui qui répond aux mails de la coopérative, de la fédération. Et il y a énormément, de par notre statut, autour de nos recherches autour de la gouvernance, autour des conditions de travail, etc., qu'a pu faire Copsic depuis le début de la maison des coursiers, etc. On a énormément de demandes d'informations sur notre structuration de manière européenne. Et en fait, ce que je trouve hyper dommage, c'est qu'il y a un manque de coopération interuniversitaire qui fait qu'en fait, à peu près une fois par semaine minimum, je reçois les mêmes questionnements et les mêmes envies de mémoire et de doctorat autour de la même question. Et en fait, je finis par maintenant renvoyer des mails avec une liste de documents qu'ils peuvent aller voir et des chercheurs qui peuvent conseiller eux-mêmes. Et ce que je trouve hyper dommage là-dedans, parce que c'est malheureusement vrai, c'est que en fait, si on avait de la même manière qu'on essaie de coopérer pour créer et structurer une filière de la cyclo-logistique, on pouvait avoir cette même coopération dans la recherche. Et en fait, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Parce que par contre, le truc qui est fou, c'est que grâce à la recherche, grâce à tous ces chercheurs qui se posent des questions sur notre modèle économique, notre modèle social, sur le monde en général, en fait, on développe énormément de réflexions qui nous servent aujourd'hui, parce qu'on est tous coursiers, mais la preuve en est, on est tous en train de se poser d'autres questions qui sont beaucoup plus profondes pour améliorer nos conditions de travail, mais nos conditions sociales, nos conditions de vie, parce que on vit coopérative autant qu'on travaille coopérativement. Et je trouve que c'est dommage parce que en fait, si on structurait ça aussi, et si on apportait une solution à cette structuration, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le questionnant, et on pourrait se servir de ces mêmes personnes pour aller plus loin, parce qu'on n'a pas leur capacité de réflexion, on n'a pas leur capacité de recherche, ni leur temps d'ailleurs pour le faire. Et voilà. Et du coup, par rapport à la recherche, je trouve que y a un truc à faire aussi là-dessus. Réaction peut-être. Oui, mais enfin là, ça touche à la structuration de la recherche publique en France, parce que moi, je parle pour la recherche publique. Ouais. Où effectivement, c'est dévoyé aussi, hein, c'est comme partout. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence forte, je pense, entre les chercheurs pour la publication, parce que nous, on attend de nous un certain nombre de publications pour pouvoir évoluer, etc. Et donc, chacun doit faire sa publication. Alors évidemment, il faut se battre pour qu'il existe des collectifs de recherche, et il y en a. Et il y en a sur le travail, parce que moi, j'en maintiens un avec difficulté sur le travail. Mais c'est vrai que la recherche collective n'est pas du tout privilégiée par rapport à la recherche qui est très atomisée, individualisée, et notamment les projets de recherche sont en concurrence, les publications sont en concurrence. Donc effectivement, en fait, on souffre d'une forme de structuration et d'une diminution des budgets qui exacerbe cette concurrence entre universités, mais même au sein des universités, etc. Donc on n'est pas fiers. Mais on essaye de
effectivement d'avoir des sortes de collectifs. Alors on pourrait développer des collectifs vélo ou cyclo ou je sais pas quoi, mais et probablement que ça manque un peu. Nous, c'est peut-être un peu large, tu vois, nos thématiques, etc. Mais peut-être que grâce à toi, je vais mettre un peu de pression et on va le faire. Je sais pas. Ouais, l'open source, genre donner la possibilité de lire n'importe quel document. Alors nous, on a plein de trucs en open source. Il y a notre plateforme, c'est ResearchGate, il y a HAL, on met tout. Hein. Enfin, il n'y a pas de travaux pratiquement aujourd'hui qui soient opaques, ou très peu. Bah, pas moins en France. Mais, alors nous, on a cette politique où on met tout. Je pense que ça se diffuse de plus en plus. Parce que, en fait, le problème, ce sont les éditeurs. Les éditeurs de revues qui sont riches, mais qui font payer à ceux qui veulent publier un certain nombre de frais. Donc les chercheurs doivent... Enfin, bref, tu vois quoi. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir effectivement des sortes de regroupements collectifs et publics. Mais ils sont pas... Enfin, les plateformes sont pas top, les plateformes publiques, en fait. Pas facilement consultables. Pas... Bref, il y a du travail. Il y a du travail. Un dernier mot pour la fin, autrement? Non, synthétiquement, pas grand-chose à rajouter. Lisez le livre. Vous remercier. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Désolée, c'est pas vraiment une question, mais j'étais un peu gênée qu'en fait, ce qui est ressorti quand on a abordé la question de l'inclusion des femmes dans notre métier, c'est l'éternel débat du physique. Est-ce qu'une femme, elle est capable de faire une tournée comme un homme? Et j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur quand même, qu'on arrête de mobiliser tout le temps cet argument. Parce que ce qui est important, mais comme sur le sujet de l'inclusion aussi, c'est les biais cognitifs, en fait. C'est les biais sexistes, racistes. Et se poser ces questions-là du biais, ça permet à la fois de considérer tout le monde sur un même plan, et en même temps réfléchir à des moyens un peu du coup discriminants positivement. Genre par exemple faire de l'inclusion, ça va se poser la question de la formation. Et la formation, ça sert à tout le monde en fait, à des gens qui viennent pas de l'inclusion et d'autres qui en viennent. Se poser la question des conditions de travail, ça bénéficie à tout le monde. En fait, on parlait des corps cassés. En fait, à la fin, les corps cassés, c'est ceux des hommes, des femmes, des minorités de genre en fait. Donc limiter par exemple dans les CGU, les CGV, le poids des colis, en fait, c'est pour qu'on puisse faire notre métier plusieurs années, en fait, et pas juste entre 20 ans et 35 ans. Du coup, voilà. C'était juste cette petite réflexion. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Les biais cognitifs sont très, 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 très importants dans la logistique. Et dès qu'il y a une femme même qui arrive dans une entreprise, par exemple, Géodis, ils ont une plateforme où il y a une femme conductrice poids lourd, ça change quand même beaucoup de choses autour. Ça permet d'accueillir d'autres femmes, de créer un environnement un peu différent, de dénoncer certains biais, etc. Enfin, les VSS sont quand même très, très nombreuses dans ce milieu. Et on a vraiment énormément de mal à lutter contre. C'est un milieu très masculin. Encore très machiste. Moi, par exemple, j'ai des stagiaires qui veulent aller travailler dans des entreprises comme ça. Je sais quelle entreprise je dois éviter. Et pourtant, je discute avec eux. J'ai l'impression que ça a évolué, mais pas tant que ça. Non, ouais, j'avoue que j'ai tiqué un peu tout à l'heure aussi, mais je me sentais moins en capacité de répondre à ça. Mais c'est surtout qu'il y a un réel sujet qui n'est pas forcément... Enfin, il y a énormément de... Alors en France, on est vraiment catastrophique sur la place de la femme dans le milieu professionnel, surtout la logistique. D'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse ont réussi à... Je pense qu'ils ont leurs problèmes aussi. Mais par contre, il y a un réel problème, c'est qu'on doit... Maintenant, la logistique vélo, c'est de s'adapter à ce qui existe dans la logistique classique, c'est-à-dire toujours plus. C'est-à-dire qu'on en parle à la fédération, on en parle de manière avec les coopératives, les structures même de livraison en général. Dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un vélo avec un sac à dos pour faire de l'express parce qu'il y avait du pli, à un cargo parce qu'il fallait prendre des colis, à un cargo électrique parce qu'il fallait prendre du poids, à des remorques parce qu'il fallait prendre autre chose. Et en fait, demain, et là je te rejoins, c'est que demain, que ce soit une femme ou un homme, transporter 400 kilos sur un vélo, c'est pas logique, c'est pas normal. Ça va à l'encontre totale même du déplacement rapide. Qui est possible par le vélo. Et en fait, on est toujours dans ce truc de rendement, alors qu'en fait, demain, on doit juste bien livrer quelque chose d'un point A à un point B. Et on ne doit pas aller sur du...
on en parle à la fédération, est-ce qu'on doit autoriser les tractopelles d'une tonne là, enfin, non, c'est pas logique. Après, c'est chacun son point de vue, et je ne fais qu'exprimer le mien, mais c'est pas normal d'en arriver là. En fait, un vélo ne doit pas transporter une tonne, même 250 kg, c'est déjà bien trop. Mettre un vélo sur une béquille dans une rue en pente quand on a 250 kg, franchement, ça casse tout le monde. Et on finit sur des arrêts maladie ou sur des blessures graves. À long terme, une tendinite non traitée, ça peut être un handicap à vie. Et en fait, tout ça, ça va à l'encontre déjà des CGV que de la plupart des gens. Et surtout, ça va à l'encontre de la médecine du travail, en fait, tout simplement, parce qu'on a prouvé depuis des années que c'était pas logique et que ça faisait mal. Et les robots, oui, mais non. Je sais pas pour. Il y a d'autres systèmes, comme par exemple adapter les colisages. Ouais, mais carrément. Baisser ou lever, Ouais. mettre à niveau. Mais juste faire en sorte que, en fait, on réduise d'autres choses, on réduise l'impact de la logistique à longue distance, qu'on privilégie le local et qu'on privilégie les petits colis et que commander 150 kilos de course en une fois, c'est peut-être pas très intelligent non plus. Et même si on a un congèle qui permet de loger ça, quoi. Mais il y a des investissements massifs dans la robotisation et l'automatisation dans les entrepôts, mais que rien n'est pensé pour favoriser la vie des livreurs d'une manière générale. Et dans la logistique, ils estiment que tout ce qui se passe en dehors des entrepôts, finalement, on ne regarde pas. Quoi. Et je pense que ça contribue à tout ça, tout ce qu'on se raconte. Quoi. Mais du coup, la question, elle est plus sur comment est-ce qu'on améliore la qualité de travail et en gros, qu'on sensibilise au VSS plutôt que sensibiliser à en fait une femme elle peut pas parce que le colis il est trop lourd. Non en fait, si déjà le colis il était plus léger, tout le monde y arriverai et même les hommes seraient moins cassés, quoi. C'est pour ça que je disais que c'est pas la manutention pour moi qui est le problème principal. C'est clairement pas un problème. C'est un problème comme tu dis qu'on visibilise parce que c'est le premier auquel on pense depuis trop d'années, mais c'est un biais en fait. Faut qu'on sorte de ça et la manutention c'est pour tout le monde. Bon, finalement, c'est moi qui ai amené le débat sur la pénibilité et je l'entends. Et alors, peut-être une histoire générationnelle aussi. Moi, le sexisme, je l'ai vécu depuis que j'ai commencé à bosser, objectivement. Et peut-être que je fais preuve un peu de sexisme. Je fais ce que je peux. Pour autant, c'est ce que ce que je ressens moi quand je fais le boulot que je fais faire. Et je trouve ça difficile. Pour autant, j'accueille quiconque à la maison. Mais j'ai peur, oui, parce que je ne peux pas dire à mes clients, en fait, c'est un demi-pack d'eau que tu mets dans tes courses, parce que sinon, je perds mon client, qui fait une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Il faut aussi se dire qu'on a des contraintes, parce qu'on est sur une filière où la rentabilité est dégueulasse. Enfin, on ne va pas se mentir, si tous on galère dans la branche, c'est que c'est difficile. Donc, je ne vais pas aller voir mes clients et leur dire, non, c'est trop lourd, pas possible. Non, donc c'est lourd, on y va. Parfois, ils y vont à deux parce que c'est trop lourd, parce que physiquement, c'est difficile. Bon, c'est un métier qui, chez moi, est plus dur que chez Amazon, je pense. Et peut-être que je vais arrêter ce discours je trouve un peu dur pour une femme, mais il faut y aller, il faut essayer. Pour de l'apprentissage et de Oui. confiance en soi aussi, pour Oui. se rendre compte qu'on Oui. est capable de le faire, Oui. aussi de se muscler, parce que quand on commence dans la cyclo, tout le monde en fait... mais n'importe qui, que ce soit... Non mais clairement, que ce soit un homme ou une femme, on est tous égaux face à la difficulté et on doit tous, effectivement, quand on commence à être cyclo, moi j'ai plein de gars qui étaient jamais montés sur un vélo, qui n'ont jamais fait de livraison, qui physiquement se sont métamorphosés, quoi. C'est des super beaux gosses maintenant, et ça marche pour les femmes aussi, et voilà, mais je ferai attention à l'avenir. Merci à tout le monde en tout cas d'être venu et pour ce débat. Et il y a un buffet qui va arriver, bon c'est un peu tôt mais n'hésitez pas. Et voilà, les livres sont là pour tous ceux qui veulent leur livre. Voilà, merci à tous.